Bonjour à tous. Nous allons consacrer cette petite séance d'aujourd'hui à dégager quelques lignes de force du thème sur lequel nous allons travailler au cours de cette année 2024-2025, c'est le thème du concours de 2025. Il s'agit de l'image. Si l'on me pose la question de savoir si c'est un thème intéressant, je dirais d'abord que c'est un thème difficile, sans doute plus difficile que celui que nous avons fini d'examiner cette année, c'est-à-dire la violence. D'abord à cause des illusions engendrées par le langage, le vocabulaire, parce que lorsque l'on parle d'image, on pense à l'image publicitaire sur une affiche ou sur un cul de bus. Est-ce qu'on pense à une image animée, comme celle que l'on voit dans une salle obscure sur un écran? Est-ce que l'on pense à une icône que dans certaines religions on vénère? Est-ce qu'on pense à une image mentale, à l'image que je me fais de mon avenir ou de la cité idéale? Il y a des langues, notamment des langues anciennes, qui ont beaucoup plus de termes pour désigner ce que nous, en français, nous désignons simplement par image. J'ajoute que cette notion est évidemment indissociable d'autres notions qui soit ont déjà été des thèmes, comme l'imagination, soit pourraient parfaitement constituer un thème pour un travail d'une année, comme l'imaginaire. Et c'est pourquoi, si l'on devait répondre à une autre question, celle que l'on m'a adressée en tout cas, et qui concerne les enjeux d'une réflexion sur l'image, je serais tenté simplement de rappeler le sujet qui avait été proposé au concours en 2011, lorsque c'était justement l'imagination qui constituait le thème de l'année, le thème du programme. Les images auront-elles toujours raison de nous? Un enjeu, ça signifie ce que l'on peut gagner et ce que l'on peut perdre. Et c'est très caractéristique justement des problématiques relatives à l'image, sur les différents plans dans lesquels on peut l'examiner. Qu'est-ce que l'on peut gagner à concentrer sa réflexion sur l'image? Mais qu'est-ce que ça peut induire? Qu'est-ce que l'on peut perdre? Ne serait-ce que, par exemple, lorsque l'on prend l'image au détriment de la chose, ou lorsque l'on confond, comme Platon l'évoque dans le livre 7 de la République, l'ombre, et que l'on prend l'ombre pour la réalité. Voilà, c'est donc déjà un enjeu, je dirais, qui concerne, par exemple, la question de la vérité, un enjeu qui concerne le rapport entre la chose et son image, mais aussi un enjeu qui concerne le rapport entre l'image et l'idée ou le concept. Voilà. Faut bien reconnaître que dans une longue tradition philosophique, l'image, on serait presque tenté de le dire de cette façon-là, en employant une formule qui accourt dans la communication publicitaire, l'image n'a pas bonne image. Pourquoi n'a-t-elle pas bonne image? Parce que précisément, elle prétend se substituer à la chose, parce que nous prenons la copie, prenons l'imitation pour la chose, et nous sommes donc victimes d'une illusion, nous sommes trompés. Mais d'un autre côté, nous le savons, il y a des images qui sont des images fidèles, des images qui nous permettent d'éviter de nous confronter à une réalité trop complexe. Ces images seront alors des modèles. Voilà. Donc on peut gagner, mais on peut perdre. J'espère avoir, presque très rapidement, évoqué quelques-uns des aspects essentiels des questions que nous examinerons cette année. Alors ces enjeux sont en fonction des différents champs, des différents domaines dans lesquels la notion vient prendre son sens et sa consistance. Incontestablement, puisque j'ai évoqué tout à l'heure la question de la connaissance, voire la question de la vérité, c'est l'image, disons, dans le champ épistémologique, c'est-à-dire la recherche scientifique, la place de l'image, comment l'image peut éventuellement faire obstacle. Il y a toute une
une œuvre, celle de Gaston Bachelard, qui est consacrée justement à la puissance des images et la manière dont elles font obstacle à la production du concept. Mais d'un autre côté, le même Bachelard a consacré toute une part de son œuvre à ce qu'on appelle la part poétique, c'est-à-dire les images, la rêverie, l'imaginaire, la part donc de notre vie psychique qui se concentre autour de la production d'images, de la capacité à former des images, à transformer le donné perceptif. Et cette transformation du donné perceptif produit des images qui sont des images verbales, aussi bien que des images psychiques. Donc, on ne va pas appeler ça proprement des images mentales, puisque ça peut être du ressort du fantasme, la part des images notamment dans la vie sexuelle. C'est-à-dire que la notion prend sa consistance aussi bien dans le champ des questions relatives à la vérité, dans le champ des questions relatives à la vie spirituelle. Je rappelle qu'il y a dans la Bible le décalogue. Dans le décalogue, il y a un interdit. Tu ne te feras pas d'images sculptées, d'images formées, ni de moi, ni des choses... de choses sur la terre, de choses au ciel et de choses sous la terre. Et il y a donc un interdit de l'image. Cet interdit de l'image, on le sait, a été diversement interprété. Et non seulement il n'a pas empêché, mais il a même stimulé la production d'images d'un type tout à fait particulier, qu'on appelle justement les icônes, qui ne doivent évidemment pas être confondus avec des idoles. Mais vous voyez, ces deux termes, idole vient du grec eidolon, qui signifie, que l'on traduit par image, et icône vient du grec eikon, qui signifie également en français image. Et les deux termes n'ont ni la même signification, ni la même valeur. Voilà, donc il y a aussi une dimension spirituelle, une dimension religieuse, une dimension évidemment psychologique, sans oublier aussi peut-être la place, la fonction des images dans le champ politique et social. Voilà. C'est dire que cette notion opère dans différents champs, ça c'est un fait, mais dans chacun des champs, elle est au cœur d'un certain nombre de problèmes et qui concerne à chaque fois ce qu'elle est capable d'engendrer, de produire, éventuellement d'action, l'image du héros, l'image de l'ouvrier modèle dans le stakhanovisme, l'image du chef d'entreprise, l'image du manager, oui, toutes ces choses-là, qui constituent autant de modèles identificatoires, mais en même temps, c'est une notion sur laquelle on jette les plus noirs soupçons. Pourquoi ? Parce que précisément, du fait de sa puissance, ont-elles toujours raison de nous ? Du fait de sa puissance, elle est susceptible de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Il y a beaucoup d'auteurs, à dire vrai. Et le problème, c'est que dès lors que l'on évoque un auteur, il y a comme un parti pris. C'est-à-dire, il y a une certaine façon de mettre l'image sur la sellette, soit pour l'exalter, soit pour la stigmatiser, pour la dévaluer. Incontestablement, difficilement éviter les réflexions d'un Platon sur l'ombre, l'image, les reflets. Donc il y a Platon, la République, le livre 7 et le livre 10. C'est là précisément que l'œuvre d'art, en tant qu'image de la chose, est examinée et jugée. Il y a Aristote, son traité de l'âme, la réflexion qui est la sienne sur l'imagination et sur la mémoire, ce que je conserve en mémoire, l'image que Et il y a là un traitement, disons, qui est beaucoup moins normatif que celui de Platon, beaucoup plus descriptif et qui va devenir proprement indispensable au point d'irradier toute l'histoire de la pensée, toute l'histoire de la philosophie, pas seulement l'histoire de la philosophie. Il y a dans la pensée contemporaine, incontestablement, celui que j'ai cité tout à l'heure, Bachelard, L'eau et les songes, Poétique de la rêverie, La psychanalyse du feu, toutes ces œuvres, n'est-ce pas, dans lesquelles
il s'agit de mettre en évidence l'extraordinaire fécondité de l'imagination et sa capacité à transformer le donné perceptif. Et puis de l'autre côté, il y a toujours chez le même Bachelard la mise en évidence de cette puissance des images comme puissance de blocage, de frein. Et donc comme ce qui doit être à un moment donné critiqué, détruit, dépassé, pour pouvoir produire de nouvelles interrogations, ce qu'il appelle le sens du problème. Indubitablement aussi, je pense à Bergson, en matière et mémoire, où il examine justement ce qu'est la fonction de l'image, la place de l'image, la manière dont l'image trahit le mouvement effectif des choses qui sont habitées par une durée continue, hétérogène, compliquée, etc., alors que l'image simplifie. Bergson, qui est l'un des tout premiers à méditer sur l'art qui émerge à son époque, c'est-à-dire l'art cinématographique. Il voit dans l'art cinématographique la quintessence de la capacité qu'a l'intelligence à donner l'illusion du mouvement par une succession d'immobilités. Et cette succession d'immobilités, c'est ça qui, selon Bergson, fait que l'intelligence passera toujours à côté du mouvement réel et continu des choses. Donc on voit bien qu'il y a ici un intérêt très vif pour la puissance de l'imagination. Et quand je prends le terme de puissance, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire une capacité de fécondité, mais aussi une capacité de nuisance. Je suis incapable de répondre à cette question. J'ai moi-même appartenu à la commission ministérielle pendant plusieurs années qui fixait les thèmes et les œuvres des programmes. C'était un peu fortuit, un peu le fait du hasard. Il y a quand même une exigence non négligeable. C'est celle d'accorder une place sinon équivalente, puisqu'on ne peut pas quantifier, mais enfin une place de choix, aussi bien pour un littéraire que pour un philosophe. L'image, c'est incontestable, ce que permet à un littéraire d'évoquer tout ce que la littérature est capable de produire d'images, pas simplement dans le roman, dans le théâtre, les arts. Donc on va beaucoup parler d'œuvres d'art, mais aussi des techniques du langage qui reposent sur la production d'images, la métaphore, la métonymie, les symboles, les allégories. Tout ça intéresse aussi bien le littéraire que le philosophe. Ça, c'est une première donnée. La deuxième, je ne crois pas que ce soit lié à des faits d'actualité, même si, bien entendu, à l'ère des réseaux sociaux, personne ne peut négliger l'effet des images sur la constitution des mouvements qui s'opèrent dans le champ politique et social, notamment dans les mouvements revendicatifs. Je pense par exemple que le mouvement des Gilets jaunes aurait été incapable sans l'existence des réseaux sociaux et sans la diffusion d'un certain nombre d'images qui vont constituer véritablement des points autour desquels des groupes vont se former. Le rond-point, par exemple, c'est d'abord et avant tout une image. Le gilet jaune lui-même est une image. Voilà. Et cela étant, vous voyez, donc le sociologue est intéressé, l'homme qui est attentif à la puissance des symboles ou des images dans la constitution des collectifs, a-t-il besoin d'évoquer la capacité qu'ont eu les régimes totalitaires du XXe siècle à produire des images fascinantes et susceptibles de donner une orientation, une direction et une vigueur, si vous voulez, à un élan collectif que Freud avait analysé en termes d'identification à l'idéal du moi, qui est encore une image. Voilà. Alors, je ne crois pas que ce soit lié directement à l'actualité, mais il va de soi qu'on pourra se servir de notre réflexion sur l'image pour éclairer certains aspects de l'utilisation que nous avons des images sur de nouveaux supports, bien sûr. C'est-à-dire ne sont plus sur du papier ou sur des surfaces fixes, mais sur des écrans, sur des objets connectés et nomades, c'est-à-dire des objets qui se déplacent,
les images qui vont avec. Voilà. Je ferai en sorte que, certes, ils auront toujours besoin de courage, mais qu'au moins, ils y prennent un peu de plaisir. Merci beaucoup.